The Monroe Doctrine is a big deal, but we've superseded it by a lot, by a real lot. They now call it the Monroe Doctrine. En une phrase, Donald Trump ressuscite un principe vieux de 2 siècles et le rebaptise à son nom. Derrière cette petite phrase, il y a une idée très sérieuse. L'hémisphère occidental, les Amériques, ne serait pas seulement un voisinage, mais une zone d'influence à protéger, à verrouiller, et si nécessaire, à gérer. Car ces mots arrivent au moment où Washington justifie une démonstration de force au Venezuela, en présentant l'affaire comme un retour aux fondamentaux de la puissance américaine. Alors qu'est-ce que la doctrine Monroe au juste? Et que signifie sa version d'Unroe dans le monde de 2026? Tout commence le 2 décembre 1823. Les États-Unis ne sont pas encore une superpuissance. Ils sont un pays jeune, encore inquiet pour sa sécurité, et surtout entouré d'un continent en ébullition. Au sud de l'Amérique latine se libèrent des empires espagnols et portugais. En Europe, les monarchies veulent rétablir l'ordre ancien, au lendemain de la chute de Napoléon. Dans ce contexte, le président James Monroe prononce un message au Congrès, qui deviendra une doctrine. Les Amériques ne sont plus ouvertes à la colonisation européenne. Toute ingérence dans le Nouveau Monde sera vue comme une menace. Et en échange, Washington promet de ne pas se mêler des affaires européennes. À l'origine, c'est donc une posture défensive. Mais dès le départ, il y a une ambiguïté. Les États-Unis affirment un principe sans toujours avoir les moyens de le faire respecter. Les Britanniques ont pu prendre contrôle des îles Malouines en 1833. Les Français de Napoléon III ont fait campagne au Mexique entre 1861 et 1867. Donc l'avertissement américain issu de Monroe existe bien, mais la capacité à le faire appliquer reste limitée. Et c'est là que la doctrine Monroe se transforme au fil des temps et qui passe d'un texte figé à un réservoir d'arguments, une référence que l'on ressort selon les besoins du moment. À la fin du 19e siècle, tout change. L'Amérique s'industrialise, sa marine grandit, sa puissance s'affirme. La doctrine Monroe commence à se transformer une nouvelle fois. On ne parle plus seulement d'empêcher l'Europe d'entrer, mais on revendique un droit de regard sur ce qui se passe déjà à l'intérieur. Puis arrive 1904. Theodore Roosevelt ajoute ce qu'on appellera le corollaire Roosevelt. Si un pays d'Amérique latine est jugé instable, incapable de tenir ses obligations ou vulnérable à des pressions européennes, alors les États-Unis s'autorisent à intervenir comme une sorte de police internationale. C'est l'ère de la Big Stick diplomatie qui accompagne la sécurisation du canal de Panama et une série d'interventions directes dans les Caraïbes et en Amérique centrale. Les États-Unis assument le rôle de gendarmes du continent américain et justifient leurs interventions dans les affaires internes d'autres pays au titre de maintien de la stabilité géopolitique de la région. Le résultat, ce sont des décennies d'occupation et d'ingérence en Amérique latine avec une mémoire lourde pour ce continent. Dans les années 1930, Franklin Delano Roosevelt tente d'adoucir l'image de Washington avec la politique du bon voisin. Mais la guerre froide relance une autre lecture. Cette fois, la doctrine Monroe devient un paravent rhétorique pour repousser l'influence soviétique. Cuba, Nicaragua, Guatemala, République dominicaine. La doctrine sert d'arrière-plan, parfois explicitement, parfois implicitement. Et même quand les États-Unis prétendent s'en éloigner, la référence ne disparaît pas. Today, however, we have made a different choice. The era of the Monroe Doctrine is over. Dans les faits, l'idée reste là, en arrière-plan, prête à revenir. C'est ici qu'arrive Donald Trump à la Maison-Blanche. Lors de sa première administration, la doctrine revient dans le langage officiel. Menace d'ingérence au Venezuela, mise en garde contre la Chine, la Russie, l'Iran.
déclaration publique vantant l'actualité de Monroe. Les responsables américains assument le terme sans détour. Et dans son second mandat, le pas est franchi d'une manière beaucoup plus formalisée. Une stratégie de sécurité nationale publiée en novembre 2025 évoque explicitement un corollaire Trump à la doctrine Monroe. Cette version se résume en une promesse: réaffirmer et faire respecter la prééminence américaine dans l'hémisphère occidental. Le document détaille une approche en deux verbes: enrôler et étendre. Enrôler des partenaires régionaux pour contrôler les migrations, stopper les flux de drogue, lutter contre les cartels, sécuriser les routes maritimes. Étendre pour étendre l'influence américaine en repoussant les compétiteurs non hémisphériques et en empêchant qu'ils contrôlent les actifs jugés vitaux: ports, infrastructures, chaînes d'approvisionnement, minerais critiques, réseaux numériques, etc. L'idée centrale est limpide. La sécurité des États-Unis commence par la maîtrise de leur arrière-cour. Trump lie l'opération contre Nicolás Maduro à cette logique. Caracas a ouvert la porte à des adversaires extérieurs, accumulé des capacités menaçantes et mis en jeu des intérêts stratégiques, notamment énergétiques. Puis vient une formule lourde de sens. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. On n'est plus seulement dans la prévention d'une ingérence européenne comme en 1823, on est dans l'affirmation d'une tutelle possible au nom de la stabilité et de la sécurité. Mais l'histoire de la doctrine Monroe dit autre chose. Chaque mise à jour laisse des traces. Dans l'hémisphère, l'invocation de Monroe rappelle souvent moins l'indépendance des nations américaines que le moment où les États-Unis ont commencé à intervenir au nom de leur propre intérêt. Au fond, la Monroe Doctrine n'invente pas un monde nouveau. Elle réactive une vieille tentation. Car une doctrine, ce n'est pas un sortilège, c'est un récit. Et quand un récit revient, ce n'est jamais pour raconter le passé, mais c'est pour justifier le présent. Alors, en 2026, la vraie question n'est pas de savoir si Monroe est dépassé, mais qui, désormais, écrit la suite. Les empires changent de vocabulaire, mais ils gardent souvent la même boussole. Et parfois, il suffit d'un mot nouveau pour réveiller une très ancienne carte du monde.